retour dans cette émission, l'autre journal numéro 82 de cette semaine. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui M. Nathanaël Olympio. Il est le président du parti des Togolais. Voilà, c'est avec lui que nous faisons le tour de l'actualité nationale aujourd'hui. Monsieur Nathanaël Olympio, voilà, nous avons tout à l'heure parlé de la politique togolaise comme elle va. Maintenant, voilà, nous allons aborder un sujet qui intéresse surtout nos compatriotes. Il s'agit de la corruption qui gangrène aujourd'hui la société togolaise, la corruption qu'on retrouve du sommet jusqu'au bas dans le pays. Il n'y a pas trop longtemps, on a suivi le bradage, bon, ils ne l'ont pas appelé ainsi, ils l'ont appelé privatisation de la seule banque, à part l'UTB, la seule banque qui reste au Togo, la BTCI. Quand vous avez appris cette information, cette nouvelle-là, en tant que Togolais, je ne dis pas président de parti politique, en tant que Togolais, simple Togolais, qu'est-ce que ça vous a fait? En réalité, ce n'est pas une surprise, et ça ne peut pas l'être, pour la simple raison que nous avons l'expérience de la chose. Je vais vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un autre patrimoine important du pays qui a été aussi cédé à des investisseurs étrangers. Je veux parler de Togo Cellulaire et de Togo Télécom qui ont été fusionnés pour être vendus. Quand vous prenez les sociétés télécoms et quand vous prenez les banques, dans le monde entier, ce sont des secteurs porteurs. Ce sont des secteurs porteurs. Potentiellement, les banques et le secteur télécom, eh bien, quand je dis secteur porteur, c'est-à-dire que ça produit des bénéfices. Et ce sont ces patrimoines qui sont des joyaux de notre pays, qui sont cédés à des investisseurs étrangers, surtout dans des conditions très opaques. Et moi, parfois, je me demande si le régime n'est pas en train de se comporter comme s'il savait que leur pouvoir allait prendre fin bientôt, et donc ils sont en train de se débrouiller pour mettre la main sur les pans de l'économie, comme ça, le jour où ils ne seront plus là, en tout cas, ils maîtrisent l'économie, ils ont ça entre les mains. C'est la question que je me pose. Parce que on comprend que la BTCI, par exemple, était dans un état de gestion catastrophique, puisque la banque a été affaiblie par des prêts toxiques, c'est-à-dire des prêts qu'ils ont faits à des gens, des prêts qui ne seront plus jamais remboursés. Et donc, c'est le patrimoine de la banque, donc le patrimoine des Togolais, qu'on a donné à d'autres Togolais, un peu comme si on leur avait distribué notre argent, parce que ces gens-là ne vont pas rembourser. C'est ça qui a aussi affaibli considérablement la banque. Et c'est vrai que la privatisation aussi, c'est un instrument économique qui permet parfois de décharger l'État d'une entreprise qui n'est plus rentable et pour que les secteurs privés puissent renflouer les choses. Mais vous savez, nous sommes dans un pays où nous n'avons pas 150 banques appartenant à l'État et qu'on puisse se dire qu'on privatise 2 ou 3 ou 10 et on garde l'ensemble du reste pour l'État. On a la plus grande banque du Togo, pour ne pas dire pratiquement la seule en dehors de l'UTB, eh bien, et c'est cela dont on se débarrasse. Donc, moi, je ne comprends pas et je suis en colère de cette incompréhension-là. Je suis en colère parce que je pense que on aurait pu avoir d'autres solutions pour commencer. Et si, d'aventure, la privatisation était indispensable, les conditions devraient se faire de manière à ce que le Togolais que je suis ne s'interroge pas sur le bien fondé de cette action commerciale qui a été menée par l'État en mon nom, au nom de tous les Togolais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et je suis très préoccupé par la suite parce que quand je regarde toutes les banques et toutes les entreprises nationales, je suis incapable de vous dire ce que ces entreprises d'État rapportent aux caisses de l'État.
Je suis incapable de le dire. Parce que d'abord, le gouvernement ne communique pas sur ces choses-là. Et donc, les entreprises sont là et elles sont toutes gérées comme si ça appartenait simplement à un groupe de personnes et que le citoyen togolais n'avait pas besoin, n'avait pas le droit de savoir ce qui se passait à l'intérieur de ces entreprises d'État. Et parfois, on attend simplement que l'entreprise a fait faillite, il faut la restructurer, il faut changer de nom. Je ne veux pas parler de l'OPT, l'OTP, parce que bon... Il n'y a plus plusieurs noms. Alors, donc, voilà des joyaux, des secteurs qui sont des secteurs porteurs, qui sont cédés à des investisseurs étrangers. Et donc, finalement, nous-mêmes, on se prive de ressources. Et parallèlement, qu'est-ce qui se passe? Parallèlement à ça, on voit que l'État est en train d'ériger des péages partout autour de la ville de Lomé pour ponctionner encore les citoyens ordinaires qui ont déjà très peu de moyens et beaucoup tirent le diable par la queue pour avoir 3 repas par jour, si même pas 2 pour certains. Et donc, on brade le patrimoine d'un côté, on taxe et on surtaxe les citoyens de l'autre côté. Et puis derrière, on vient leur dire, ah tiens, le mois d'août, je vais vous payer l'électricité. Et comme ça, vous savez que moi, l'État, je travaille pour vous, pour que vous ne soyez pas dans l'obscurité. Voyez-vous, c'est comme si on vous prend d'un côté 100 000 francs et on repasse derrière pour vous donner 10 000 francs et la personne vous dit, vous voyez, je m'occupe de vous, hein, je sais que 10 000 francs c'est bon pour vous, c'est suffisant pour vous, vous n'avez pas besoin de plus que ça, c'est moi qui en ai besoin. Donc les 90 000 francs que je vous ai volés, je garde ça pour moi et donc vous devez être content. Non, le Togolais n'est pas content. Et moi, Nathaniel Olympio, je ne suis pas content parce que ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps que nous entendons des scandales que la presse, que vous, ici, vous révélez régulièrement, l'alternative, d'autres libertés et d'autres également, je vais essayer de les citer, l'Indépendant Express, la Manchette, et puis qui d'autre, la Fraternité, mais tous ces médias qui font l'effort de nous mettre au courant des scandales qui se produisent dans notre pays au détriment des citoyens que nous sommes, eh bien, tous ces scandales-là, ça ne produit aucun effet. La seule chose dont nous entendons parler avec satisfaction par le régime, c'est que, oui, nous avons privatisé telle banque, oui, nous avons privatisé telle entreprise d'État, et puis, aujourd'hui, je vous fais cadeau de votre électricité. Nous ne voulons pas de cadeaux. Ce que nous voulons, c'est que vous nous donniez les moyens de travailler et de produire nous-mêmes notre richesse. Voilà. Les Togolais, vous ne devez pas transformer l'État en une grosse ONG qui passe son temps à distribuer de l'argent de temps en temps à la population. Ça peut aider ponctuellement, mais vous ne serez pas capable de le faire dans la durée parce que vous n'en aurez pas les moyens. Vous voyez ? Donner l'opportunité aux Togolais de travailler, de produire de la richesse pour eux-mêmes et pour leur famille. Et le cadeau que vous faites, vous allez garder ça pour les infrastructures, pour faire développer le pays. Et donc, si vous ne comprenez pas ça, eh bien, c'est que vous ne répondez pas aux attentes des Togolais. Monsieur Olympio, je pense que ceux qui ont privatisé cette banque-là, ils avancent des arguments comme quoi ce sont les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI qui ont ordonné cela. Donc le Togo ne vit que pour la Banque mondiale et le FMI, finalement. Non, moi je dirais que on va peut-être demander au FMI de venir prendre la place du gouvernement. Et ce sera peut-être mieux, ils n'auront plus besoin de se justifier. Au moins on saura que ce sont eux qui le font directement. Non, c'est pas sérieux. Je pense que d'abord, c'est nous qui avons mis les banques, quand je dis nous, je parle de ceux qui gèrent, moi je n'en fais pas partie, mais c'est nous Togolais qui avons mis ces banques dans ces situations-là. Donc n'allons pas chercher un bouc émissaire pour dire que c'est le FMI ou la Banque mondiale qui nous a dit de privatiser. Mais pourquoi est-ce qu'on doit privatiser? C'est ça la vraie question. La réponse n'est pas, c'est le FMI qui nous a dit de le faire. Pourquoi le FMI vous a dit de le faire? Mais parce que vous avez entraîné la banque dans une situation qui est intenable. Et la seule chose qui restait à faire, c'était peut-être la faillite. Voyez-vous? Donc, nous avons des responsables qu'on nomme à la tête des sociétés d'État, mais comme nous sommes dans un pays où
la corruption, ça ruisselle de haut en bas. Je ne vais pas revenir sur les scandales de Pegasus, les scandales de Bolloré, les scandales de la route Lomé-Vaughan. Bon, on peut en citer plein et plein. Mais quand ces choses se produisent et que pour les auteurs présumés, il n'y a pas de conséquences, mais les gens se mettent à cœur joie pour piller autant que possible, à tous les niveaux. Chacun, selon la responsabilité qu'il a, eh bien, il pioche dans la caisse de l'État. Quand c'est comme ça, c'est comme une prime à la corruption. Parce que je fais, eh bien, si on m'attrape, je m'arrangerai en douceur et puis rien ne se passera. En tout cas, je ne vais pas être sanctionné comme la loi le préconise. Et même les gens qui dénoncent ces choses-là, on les condamne, on leur met des amendes, on ferme leurs journaux. Quand c'est comme ça, vous savez, c'est chacun prend le maximum qu'il peut prendre avant que les choses ne changent. Et c'est ce à quoi nous assistons. C'est une grande foire à qui va le mieux piller le Togo. Oui, et justement, on a appris qu'un ponte du régime qui avait dirigé cette banque, qui était DG de cette banque, a pris 100 millions et n'a pas remboursé jusqu'à aujourd'hui. Donc ces 100 millions, si on rembourse aujourd'hui, on peut voir que cette banque peut respirer encore un peu. Mais moi, excusez-moi, hein, oui. je ne vais pas contester ce que vous dites, mais pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le contexte qui permet que des gens puissent se comporter comme ça, sans crainte de représailles. C'est ça le vrai problème. C'est systémique. C'est comme si on a autorisé à certaines personnes de faire ce qu'ils veulent, et même si on les attrape, c'est sans conséquence. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas les 100 millions qui sont pris ici, ce n'est pas les 50 millions qui sont pris ici, ce n'est même pas les 300 millions qui sont pris ici. C'est comment se fait-il qu'on autorise que ces choses continuent à se produire sans qu'on ne prenne des mesures pour y mettre un terme? C'est ça la vraie question. Dans tous les pays du monde, les gens font de la corruption. Mais quand on met la main sur quelqu'un, il paie. Vous prenez un pays comme la Corée du Sud, c'est le pays, je pense, où il y a le plus grand nombre de chefs d'État en prison. Je ne parle pas de d'autres chefs d'État. Mais c'est le pays où il y a le plus grand nombre de chefs d'État en prison. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles. Si vous faites et qu'on ne vous attrape pas, c'est votre conscience. Mais quand on vous met la main dessus, vous payez. Au Togo, vous faites, votre conscience ne vous dérange pas, on vous met la main dessus et vous ne payez pas. Bon, tout le monde, tous ceux qui sont prédateurs vont venir au Togo. Parce qu'au Togo, on peut faire ce qu'on veut et puis c'est sans conséquence. C'est ça le vrai problème que nous avons. Mais comme ce n'est pas un problème ponctuel, eh bien, il faut adresser le problème dans son ensemble. L'ensemble du problème, c'est ce que je viens d'indiquer, c'est qu'il y a des gens qui ont le pouvoir en main, qui ne comptent pas un seul instant et penser même que quelqu'un d'autre a le droit de pouvoir exercer ce pouvoir. Et nous, on fait tout ce qu'il faut. Tout ce que nous faisons, c'est simplement pour protéger ce pouvoir-là. Et de temps en temps, on organise un dialogue pour donner l'impression à la communauté internationale que les choses bougent. Et au final, je pense même que la communauté internationale elle-même doit être bien déçue des résultats qui sont sortis de la CNAP après qu'ils aient appelé tous les partis politiques à y participer. Je crois qu'aujourd'hui, moi je n'ai entendu aucun d'entre eux s'exprimer sur le résultat de cette concertation, mais je pense qu'ils doivent être quand même un peu déçus. Vraiment. Donc c'est pour ça que je dis qu'on nous fait de la prestidigitation, parce qu'on veut nous faire croire autre chose alors que la réalité, elle est là, on la vit tous les jours, c'est la souffrance, ce sont les difficultés dans les écoles, ce sont les difficultés dans les hôpitaux. Pourquoi, au fait? Dites-moi. Pourquoi c'est simplement l'école, la scolarité qui a été, je dirais, supprimée pour cette année? Pourquoi on n'a pas pris une mesure sur la santé en disant, eh bien, tous ceux qui viennent à l'hôpital, qui ont le palu, par exemple, ou qui ont telle maladie, eh bien, vous n'allez pas payer. Ça aussi, c'est un secteur qui est très, très sinistré. Et il y a tellement de Togolais malades et qui n'arrivent pas à payer leurs charges, que ce serait bien si les gouvernants m'écoutent, s'ils me suivent, eh bien ce serait bien que pendant quelques temps, ils disent que les Togolais peuvent aller se faire soigner gratuitement, comme ils l'ont fait pour l'école ponctuellement.
Bien sûr, ce n'est pas ça la solution définitive, mais qui nous montre qu'ils ont quand même un peu de... qu'ils sont un peu touchés par la situation des Togolais. Ouais. Monsieur Nathaniel Olympio, merci pour vos développements. Vous êtes pégasusé? Je vous pose la question. Bon, moi j'en sais rien. Hein. Il paraît qu'il y a au Togo 300 personnes. Il y a encore 300 numéros qui vont sortir très prochainement. Moi, je ne me tape pas la poitrine en disant oui, Pegasus me suit. Donc, non. Je trouve que c'est triste pour mon pays. Voilà. C'est triste pour mon pays que nous ayons plus d'intimité jusque dans les conversations les plus privées. Les choses que les familles se disent entre elles, le père, la mère, ce dont ils parlent, de leurs enfants, etc. Et il n'y a plus de limite à ce voyeurisme d'État. On rentre jusque dans nos chambres pour savoir ce qui s'y passe. C'est très révoltant. Et je faisais une évaluation rapide et je me rendais compte que le coût qu'on met dans ce produit pour surveiller les acteurs politiques, les défenseurs des droits de l'homme, la presse et tout le monde, eh bien, on pouvait construire pour le Togo un hôpital de référence. Un hôpital de référence, un peu comme on en a vu sortir de terre dans toute la sous-région. Et donc, on se demande véritablement quels sont les buts poursuivis, quel est le projet que ce régime a pour le Togo. Je n'en vois pas. Il n'y a pas de vision, et il n'y a pas de vision à laquelle je peux m'accrocher, et à laquelle un Togolais peut s'approcher. On nous vend le plus souvent la paix. Okay? Ah oui, la paix, c'est notre grand succès. Mais d'abord, cette paix-là, elle n'est pas une paix participative. Moi, je ne contribue pas à cette paix-là parce que je n'y crois pas. Les Togolais ne construisent pas cette paix. C'est fictif et c'est une stabilité instable finalement. Parce que à la première occasion, eh bien, les Togolais sont encore dans la rue et cette paix-là, elle disparaît. Même si des mesures restrictives de nos droits sont prises pour nous empêcher de nous exprimer, pour nous empêcher d'avoir des activités politiques publiques, et malgré tout cela, le moment viendra où les Togolais vont s'exprimer encore comme ils savent le faire, massivement dans les rues. Et ça, aucune mesure ne l'empêchera. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre les discussions. Et concernant toujours Pegasus, quand ce scandale, ce dossier était sorti, on a vu seulement des réactions sporadiques de certains leaders, bon, vous par exemple, mais concrètement, on n'a pas senti l'opposition, ou ne parlons pas de la société civile parce que je suis en face d'un homme politique ici, on n'a pas vraiment senti l'opposition, cette réaction qui doit accompagner ce scandale-là. Vous êtes fatigué, En tout cas, sur ce plateau, je ne donne pas l'impression d'être fatigué. Bon. Sur les actions que je mène, mes actions politiques, je ne donne pas l'impression que je suis fatigué. Voilà. Et je pense que c'est la même chose pour tous les acteurs politiques. Et je pense aussi que, sans risque de me tromper, que pratiquement tous les partis politiques et tous les acteurs politiques se sont exprimés sur ce sujet-là. Ce que vous voulez dire, si j'ai bien compris le sens de votre commentaire, c'est qu'il n'y a pas eu d'action, je dirais, commune, concertée, qui puisse marquer les esprits. Oui, mais ce n'est pas que sur Pegasus qu'il n'y a pas ça. Et sur tous les sujets d'actualité, c'est la même chose. Chacun parle un peu dans son coin. Et ça veut dire que c'est le moment propice pour la réflexion. En tout cas, nous, c'est ce que nous faisons. Et nous avons, depuis quelque temps, l'occasion d'exprimer sur les médias, chez vous ici, dans d'autres médias et tous les canaux de communication, nous disons le fond de notre pensée, nous disons les fruits de notre réflexion. Et je pense que nous avons besoin de cette réflexion pour mieux bâtir la lutte. Vous savez, nous sommes sous pression de la population qui demande et qui exige des mobilisations populaires. Bien sûr que c'est quelque chose que les Togolais savent faire, mais nous l'avons tellement fait sans obtenir les résultats que nous attendons
qu'il est peut-être temps qu'on se dise, est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? Est-ce que nous ne pouvons pas identifier ce qui nous empêche d'atteindre les objectifs? Et je crois que nous sommes dans cette période de réflexion. Et après la C14 et après l'élection présidentielle de 2020, je pense que nous avons aujourd'hui toute l'expérience possible et imaginable pour tirer des conclusions, des enseignements qui nous permettront d'avancer. Et je pense que nous allons passer cette période où on a l'impression que chacun est dans son coin, mais c'est toujours ce qui se passe au Togo. Hein. Et en 2010, quand on a eu l'élection présidentielle, eh bien, il y a eu cette espèce de léthargie où vous, journalistes, posiez la question de savoir si on était résigné. Eh bien, 2 ans après, on a vu le CST jaillir de nulle part et bousculer encore ce qu'ils appellent la paix, puisqu'il y a eu une période d'instabilité dans le pays. Voilà. Eh bien, la même chose s'est produite en 2015. Après 2015, les mêmes questions sont posées, c'est la léthargie, vous êtes résigné, et derrière, Tikpi Achadam est sorti, avec une manifestation qui a bousculé tout le monde. Ça a donné lieu, avec la C14, à des manifestations gigantesques. C'était aussi 2 ans après l'élection présidentielle. Donc, après chaque élection, et ça aussi c'est un enseignement, après chaque élection présidentielle, l'opposition est tellement disloquée, tellement affaiblie par elle-même que rien ne se passe avant 2 ans. Eh bien, moi, je m'interroge sur ce qui va se passer en 2022 parce que nous avons eu une élection en 2020 et que les Togolais semblent encore une fois sous le coup d'une massue et on se demande si ce n'est pas la léthargie, si ce n'est pas la résignation. Moi, je dis ni l'un ni l'autre. C'est toujours une période de réflexion pour mieux rebondir. Et donc, moi, je reste persuadé que les Togolais vont revenir, les acteurs politiques, les citoyens, parce qu'aujourd'hui, moi, je table sur les citoyens, sur l'action citoyenne. Je suis sûr que dans les mois qui viennent, les citoyens togolais vont encore être en mesure de s'exprimer massivement et de faire comprendre au régime qu'il n'y a pas eu de solution trouvée. La CNAP n'a pas apporté la solution qu'il faut. Et les élections de 2020 n'ont pas apporté la solution qu'il faut. Eh bien, les Togolais vont encore l'exprimer de manière intense, de manière forte et peut-être de manière définitive la prochaine fois. Oui, on sait que nous savons que vous n'êtes pas dans un pôle de décision dans ce pays, mais aujourd'hui, ça me tente de vous poser la question, que pouvez-vous dire aujourd'hui à ces Togolais-là, nos mamans dans les marchés qui crient vie chère, ces Togolais-là qui se promènent jour et nuit, ces étudiants qui ont fini leurs études, mais ces emplois qui traînent dans les rues et qui leur espace n'est pas comblé. Ça fait longtemps que le régime togolais ne répond plus aux attentes des Togolais. Et pour les femmes au marché essentiellement qui vendent, qui ont toujours porté les familles à bout de bras, malgré les conditions difficiles, et qui ont été à un moment donné à la pointe de la lutte économique. Et ces femmes ont porté tout le Togo à bout de bras. Yeah. Ces femmes ont financé des actions d'État sur leur propre poche dans ce pays. Aujourd'hui, ce sont ces femmes qui sont dans une situation très précaire, très difficile. Et l'État ne répond pas à leurs préoccupations. Mais moi, ce que je veux dire à toutes ces femmes qui nous regardent, à toutes ces mamans, d'encourager leurs enfants à prendre conscience des difficultés que vous, maman, vous avez aujourd'hui, pour que vos enfants ne soient pas confrontés à la même difficulté demain. Entre aujourd'hui, où vous souffrez, et demain, où nous espérons que nos enfants ne vont pas souffrir, il y a un travail que nous devons faire. Et ce travail-là, ce n'est pas à vous, maman, de le faire sur le terrain, mais c'est aussi à vous, maman, de parler à vos enfants pour que vos enfants sachent qu'il faut se battre pour que demain, la vie leur offre plus d'opportunités. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui ne nous donneront pas cela facilement. Sinon, ils l'auraient déjà fait. C'est parce qu'ils n'ont pas la volonté de faire. Donc, nous devons nous battre
Vous devez dire à vos enfants de se battre. Je ne vous dis pas qu'ils aillent prendre des risques, non, mais de faire ce que je suis en train de faire, c'est de dénoncer, c'est de parler, c'est de s'organiser pour que vous ne soyez pas à vos âges encore obligés de recevoir chez vous à domicile vos enfants avec leur femme ou leur mari parce qu'eux-mêmes ils n'ont pas de travail malgré les études qu'ils ont faites, malgré le travail qu'ils ont appris. Ils n'ont pas le travail, ils n'ont pas de possibilité de gagner de l'argent. Et c'est vous qui supportez encore cela. Et je suis sûr que même si vous êtes aujourd'hui bénéficiaire de Novici, mais ça ne vous sera pas mis à disposition pour toute la vie, ni pour vos enfants. Parce qu'aucun État au monde ne fait ce type d'action dans la durée. C'est toujours pour un temps. Mais quand ça va finir, qu'est-ce qui va se passer? Mais il faudra que nos enfants et nous-mêmes, eh bien, on porte le projet de défendre notre situation, l'avenir de nos enfants. Oui, voilà. Je pense qu'il y a quelques années ou quelques mois, votre parti, le Parti des Togolais, avait lancé une campagne concernant l'établissement de la carte d'identité. C'est-à-dire vous incitez les décideurs à favoriser l'accès de la carte d'identité aux Togolaises. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez des oreilles qui vous écoutent? Je dirais oui et non. Je dirais oui parce que nous avons engagé cette campagne-là. Nous ne sommes pas les premiers parce que ce sujet de carte d'identité ne date pas d'aujourd'hui. Mais nous avons intensifié notre action depuis 2019. Et je constate que le gouvernement togolais a ratifié il n'y a pas très longtemps auprès de l'ONU la convention sur l'apatridie, c'est-à-dire que les États ne doivent plus laisser un citoyen sans identité, sans carte d'identité, sans nationalité. Et donc le Togo a signé cet accord-là, cette convention. C'est une convention qui date de 1961. C'est en 2020 que le Togo a adhéré à cette convention. Et c'est une bonne chose. Maintenant, nous attendons que ça se concrétise sur le terrain. Et c'est là où je dis que nous ne sommes pas écoutés de notre côté. Parce que le gouvernement togolais, ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est d'aller activer quelques ONG à gauche, à droite, qui ont commencé à faire un travail de distribution d'actes de naissance, ce que moi j'appelle en catimini, parce que un coup, on demande aux émigrants de venir prendre leur acte de naissance et c'est payant. Un coup, on demande à d'autres, c'est un peu gratuit parce que il y a quelqu'un qui a financé de sa poche. J'ai même vu, tiens, l'OTR qui collecte nos impôts, rassembler des gens pour distribuer des actes de naissance. Ben, je ne savais pas que ça faisait partie des prérogatives de l'OTR, de payer l'acte de naissance des gens. Je ne sais pas sur quel budget ils le prennent. Peut-être les budgets cadeaux, peut-être, oui, je ne sais pas. La caisse noire, peut-être. Mais ce n'est pas la responsabilité de l'OTR de s'occuper des cartes de l'acte de naissance. Et cela relève du ministère de la Justice et du ministère de la Justice et du ministère de la Sécurité. Okay. Et donc, si l'État togolais avait vraiment la volonté, ce qu'il devrait faire concernant ce sujet, c'est de prendre une décision au niveau du chef de l'État et d'instruire ces deux ministres pour organiser les audiences foraines. Les audiences foraines, c'est-à-dire que les juges vont se déplacer, vont aller dans les villages, jusque dans les villages, et établir des actes de naissance qui sont des décisions de justice. Donc c'est pour ça que je dis les juges. On va faire un jugement supplétif d'actes de naissance qu'on va donner aux gens, et dans la foulée, on organise l'établissement des cartes d'identité gratuitement. Et ça, ce sont ces deux ministères qui doivent être activés, qui doivent être les metteurs en œuvre de cette décision présidentielle. Et là, on saura que le Togo veut doter ses citoyens de cartes nationales d'identité. Aujourd'hui, tout cela, personne n'en parle, on ne le fait pas. Et
la CNAP vient recommander simplement qu'on fasse des audiences foraines. Si le gouvernement en a la possibilité d'organiser des audiences foraines pour donner des actes de naissance aux gens. Tout ça, vous voyez, ça ne montre pas l'état d'un régime qui se préoccupe du sort des Togolais. Parce que la carte d'identité, c'est un instrument très important pour chaque citoyen. Et vous allez voir que il n'y a pas longtemps, le Togo a réécrit les procédures d'attribution de titres fonciers. Il y a eu un gros travail de fait sur ça et ils ont édicté des nouvelles règles pour avoir le titre foncier. Eh bien, dans les pièces à présenter, il y a la carte d'identité. Or, les gens qui possèdent les terres dans ce pays, ce sont les paysans. Ce sont eux qui ont de grands morceaux de terre. Mais ce sont eux aussi qui sont démunis de carte d'identité. Donc, ces paysans qui ont de grandes étendues de terre ne peuvent pas devenir propriétaires de leur terrain aux yeux de l'État avec un titre foncier, parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Donc, finalement, on appauvrit les paysans. Et nos parents qui sont au village, on les appauvrit parce que, comme ils ne peuvent pas avoir de titre foncier, ils ne peuvent même pas aller auprès d'une banque et dire, moi j'ai 50 hectares, je prends 10 hectares que je vais hypothéquer auprès de la banque et je vais mettre en valeur les hectares qui me restent. Mais il ne peut pas le faire. Donc il a de l'argent, il a du patrimoine, mais il est pauvre parce que l'État ne l'aide pas à avoir une carte d'identité. Ce n'est pas normal. Et pourtant, cet État nous dit toujours qu'il lutte contre la pauvreté, qu'il lutte contre les ménages à faible revenu. Ben, commencez par ça. Ça, c'est un point qui va sortir beaucoup de gens de la pauvreté. Je vous signale qu'au Togo, il y a encore des régions où plus de 76% des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Vous allez en Loti Sud, par exemple, ils sont à 76%. Même le Grand Lomé ici, on a vu que l'extrême pauvreté est en train d'augmenter. On est aujourd'hui à plus de 13% dans le Grand Lomé, 13% d'extrême pauvreté. Yeah. Les gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire que c'est un chiffre très élevé pour une capitale. Et ça, c'est une bombe à retardement. Un jour, les gens vont s'exprimer et puis les gens vont... Et je vais terminer sur ça. Ouais. À côté de toutes ces difficultés, il y a la vie chère. Pas plus tard qu'aujourd'hui, moi j'entendais les gens dire le sac, c'est pas tout le monde qui mange ça, mais c'est une indication. Je vais te donner l'exemple également sur le maïs. Le sac de pommes de terre, le sac 25 kg de pommes de terre, eh bien, qui se vendait à 12 000 francs, aujourd'hui, c'est passé du jour au lendemain à 17 000 francs. Le bol de maïs, tout le monde le sait, dans certaines régions, on achète ça à 1000 francs aujourd'hui. Donc, les gens sont étranglés de partout. Et donc, je fais ce parallèle-là simplement pour dire que la carte d'identité peut améliorer la situation économique d'un individu s'il en possède. Oui, Monsieur Nathaniel, j'ai envie de vous demander où est-ce que vous trouvez ces chiffres-là, puisque ceux qui dirigent le Togo, qui gouvernent le Togo, disent que le taux de pauvreté est sensiblement diminué. Et d'ailleurs, on a vu le Premier ministre la dernière fois en France qui a reçu un prix pour le développement du Togo. Le Togo est bien développé, les gens mangent bien, tout va bien dans ce pays. Mais vous, où est-ce que vous trouvez vos chiffres-là? Ben, écoutez, vous faites bien de me poser la question, ça me permet de donner mes sources. Mais ce n'est pas moi qui les invente, ce sont les chiffres du PNUD de la Banque mondiale. Ces chiffres-là sont là. 13%, plus de 13% d'extrême pauvreté au Togo. Vous allez sur le site du PNUD, vous allez voir ça. Et 76% de Togolais, de Loti Sud sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est vrai, l'État communique. Parce que à l'époque, il y a quelques années, le taux de pauvreté était à plus de 60%, globalement pour tout le pays. Et aujourd'hui, c'est indiqué à 53% à peu près. Tout ça, ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Donc, eux, ils attrapent quelque chose qu'ils peuvent présenter positivement aux gens et ils crient partout qu'au Togo, tout va bien, c'est la belle vie, quoi. Donc, donnez-moi un prix pour ça.
Voyez-vous, et il y a des gens pour donner des prix pour ça. Ah, voilà. Et il y a aussi, comme on a déjà entendu aussi dans ce pays, un ambassadeur dire que le Togo est un exemple de démocratie. Hein. On a déjà entendu ça. Effectivement. Mais ce n'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est que notre État, lui-même, il croit en son propre marketing. C'est-à-dire ce qu'ils vont vendre aux gens à l'extérieur, quand ils reviennent ici, ils croient que c'est la vérité et ils fonctionnent comme si c'était la vérité. Ils sont revenus avec un prix, donc ils sont contents, ils viennent montrer aux Togolais que voilà, nous avons reçu un prix, vous voyez qu'on travaille très bien pour vous. Mais sauf que le Togolais qui regarde ce prix-là, il vous dit, mais enfin, moi quand je vais au marché pour acheter mon bol de maïs, je n'y arrive pas. Mais votre prix, qu'est-ce que ça m'apporte? De la même façon que cet État togolais a fait une grande campagne de communication ici sur le doing business. Nous sommes les plus beaux, nous sommes les plus forts, nous sommes le meilleur réformateur au monde, nous sommes le meilleur de ceci. Et puis c'est curieux, je n'entends même plus parler de ça. Mais concrètement, ces réussites, qu'est-ce que ça apporte aux Togolais? C'est de la poudre aux yeux. C'est ce que j'appelle la prestidigitation gouvernementale, qui au final ne nous apporte rien de concret dans notre vie de tous les jours. Et je pense que c'est ça dont les Togolais doivent se rendre compte et s'organiser pour créer le conflit qu'il faut. Il faut qu'on crée un conflit avec ce régime-là, un conflit sain qui va nous permettre de faire avancer les choses. Il faut qu'on arrive, par la lutte que nous menons, par la manière dont on va s'organiser, par le projet politique que nous allons partager, qui va être l'élément fédérateur, il faut qu'on arrive à créer un conflit sain qui va amener ce pays à une situation de transition. On ne peut pas y échapper si on veut que les choses changent, si on veut que nos mamans ne continuent pas de souffrir au marché et si on veut que l'avenir de nos enfants ne soit pas ponctué par « Ah, cette année, on va décider de ne pas payer la scolarité. Ah, ce mois-ci, on va décider de ne pas vous faire payer l'électricité. » Mais ce n'est pas ce que nous demandons. Il faut que nous, on se batte pour que les gens n'aient pas l'impression qu'ils nous font de l'aumône et ils vont se taper la poitrine pour dire que je vous ai payé l'électricité ce mois-ci, donc vous devez être content. Ce n'est pas ça que nous voulons. Donc il faut qu'on s'organise et qu'on se mette en ordre de bataille et qu'on crée le conflit avec ce régime et qu'on arrive, en mettant les facteurs de réussite de notre côté, qu'on arrive à créer la nécessité d'aller à une transition. Voilà. Merci beaucoup, M. Nathaniel. Nous allons vous permettre de souffler un peu en observant une petite pause et on revient tout à l'heure. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme.